Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle mini-conférence consacrée au secteur des métiers du soin et de l'accompagnement. Donc, dans le cadre du mois des métiers, donc du 15 mars au 15 avril, qui est organisé par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Voilà, je vous rappelle que Cap Métiers donc, est là pour vous informer sur les métiers, les formations et l'orientation, que vous soyez scolaire, étudiant, demandeur d'emploi ou salarié. Donc c'est donc moi qui vais animer ce webinaire. Donc je m'appelle Nathalie Vallée, je suis chargée d'information et d'animation à Cap Métiers à Pessac. Voilà donc pour les présentations pour ma part. Le format donc de cette mini conférence est un format court de 30 à 45 minutes et donc nous allons pouvoir profiter donc du témoignage de plusieurs professionnels. Ils vont donc pouvoir nous éclairer sur ce secteur et les métiers qu'on y trouve. Voilà, si vous avez des questions, vous avez le chat, donc en bas à droite de l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. On pourra vous y répondre soit sur le fil, soit à la fin du webinaire. Donc nous allons je vais avoir la joie aujourd'hui d'accueillir trois intervenants, enfin trois professionnels du secteur. Donc dans un premier temps, nous avons monsieur Fabien Arfi qui est aide à domicile chez AD33 à Eysines. Voilà, donc c'est lui qui prendra la parole en premier, pour nous présenter son métier et pour se présenter lui-même. Nous avons monsieur Jonathan de Belmont, qui est donc directeur général d'un groupe associatif qui gère des EHPAD et des établissements dans le champ du handicap. Et pour finir, donc madame Chantal Desterne, qui est chef de service chez Alzea, qui est une association limousine de sauvegarde de l'enfant et de l'adulte. Voilà, donc après ces présentations, je vais donner la parole à monsieur Fabien Arfi, qui va pouvoir se présenter. Bonjour Fabien. Bonjour, je m'appelle Fabien, j'ai 54 ans et je suis dans ce métier suite à une reconversion professionnelle. D'accord. Et qu'est-ce que vous, vous travaillez dans quelle entreprise actuellement? Je travaille à domicile 33, oui, à Eysines. D'accord, donc en Gironde. Ok. Je suis aide à domicile. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? Qu'est-ce que vous faisiez avant? Avant, c'était totalement différent en fait. Oui. J'ai fait une formation mécanicien auto. D'accord. Suite à l'armée, j'ai changé d'horizon de métier. J'ai passé mes licences caristes à l'armée, en fait. Et j'ai poursuivi cariste pendant un peu plus de 25 ans. Et suite à un petit problème de santé dû au métier, j'ai eu une période de chômage. Et suite à une période de chômage, ces métiers m'ont été présentés. D'accord. Par Pôle emploi. D'accord. Donc, j'ai déposé ma candidature et dans un centre de formation, en fait. Oui. Qui s'appelle Formaki, à Bruges. Oui, je connais. Et j'ai fait une formation de 5 mois sur le métier d'ADVF, en fait. D'accord. En 2019. Et on a commencé deux mois de formation. Ensuite, il y a eu, comme vous savez, la période du Covid. Donc, ça s'est terminé par le présentiel, en fait, les cours. Et suite à ça, j'ai passé mon diplôme. J'ai validé un CCP, c'est-à-dire le CCP1. Oui. Il me demandait le CCP2, le de la personne. Et le CCP3, c'était la petite enfance. Et avec le Covid, on n'a pas fait la petite enfance. Du coup, j'ai passé le CCP1 et CCP2. J'ai validé le 1, mais malheureusement, je n'ai pas validé le 2. D'accord. Donc, j'ai poursuivi mes recherches et ma formation. Et j'ai posé ma candidature à domicile 33.
et qui a été validée. Et je suis en formation professionnelle pour le métier d'ADVF. D'accord, voilà. Très bien. Bah, écoutez, on reviendra vers vous tout à l'heure pour que vous nous parliez un petit peu plus en détail de votre métier et pourquoi et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, d'accord? Oui. Voilà. Donc, merci Fabien. Donc à tout à l'heure. Je laisse la parole à Chantal qui va se présenter. Oui. Donc je m'appelle Chantal Desternes. Je suis chef de service d'un service de protection de l'enfance, donc qui intervient au domicile des familles qui nous ont été envoyées par le juge des enfants dans le cas d'une situation de danger ou de risque de danger. Donc mon service est rattaché à une association qui intervient sur tout le territoire de la Haute-Vienne et qui en fait intervient dans le champ donc de la protection de l'enfance dans le cadre donc de mon service, intervention à domicile, mais qui peut aussi accueillir des enfants qui ne peuvent pas rester à domicile, donc auprès de familles d'accueil. Nous avons des structures maisons d'enfants, donc des enfants qui peuvent être accueillis dans un cadre collectif. Nous avons aussi un CAMS, donc une structure qui prend en charge les enfants au niveau psychologique, psychomoteur, enfin en tout cas toute prise en charge nécessaire au bon développement des enfants, donc rattaché à l'hôpital du CHU de Limoges. Et puis d'autres petites structures. Si nous avons aussi un service de tutelle, c'est important parce que du coup, ce sont des corps de métier dont on ne parle pas forcément très souvent, mais qui interviennent sur tous les champs de métier qu'on va aborder aujourd'hui. Concernant mon parcours, donc à la base, moi je suis éducatrice spécialisée. Donc c'est une formation qui est très large, qui vient toucher le champ de l'adulte et de l'enfant avec tout ce qui est l'inadaptation sociale, le handicap, et puis tout le domaine aussi de prise en charge psychiatrique si nécessaire. À la suite de cette formation, donc je suis rentrée dans un service de protection de l'enfance. Donc c'est une formation qui dure 2 ans. Ensuite, je me suis spécialisée en fait dans tout ce qui était le conflit parental et les impacts qu'il pouvait y avoir sur les enfants. Donc j'ai fait une formation de médiation familiale. Et à la suite de cette formation, en fait, il m'a été proposé de pouvoir devenir responsable d'un espace de rencontre pour le maintien des relations parents-enfants dans le cas des séparations conflictuelles. Et donc à la suite, là je l'ai fait en 2012 et en fait en 2017, de par le fait que j'avais un poste qui était un peu intermédiaire entre éducatrice spécialisée et responsable d'un espace de rencontre, il m'a été proposé un poste de chef de service dans le service où je travaillais déjà. Donc je suis devenue chef de service en 2017 avec une formation que j'ai pu faire en parallèle. En même temps que je devenais chef de service, j'ai fait une formation complémentaire. Voilà. D'accord, ok, très bien. Merci Chantal. On reviendra vers vous tout à l'heure. Donc, on va passer à Jonathan maintenant. Bonjour Jonathan. Bonjour, donc moi Jonathan de Belmont, donc je suis directeur général d'un groupe associatif qui œuvre dans le secteur du privé solidaire, rattaché à la Fédération des établissements d'hospitalisation privée, la FEHAP. Donc, mon parcours, il est assez simple. J'ai fait un master en gestion des structures sanitaires et médico-sociales. De là, effectivement, j'ai pris un premier poste de directeur adjoint dans un EHPAD, puis directeur dans un EHPAD, puis 2 EHPAD, et puis finalement, pour être aujourd'hui directeur général d'un petit groupe qui travaille donc sur les Pyrénées-Atlantiques et les Landes. Donc, on a plusieurs établissements. On couvre le champ du médico-social personnes âgées, avec des résidences autonomie, des EHPAD, donc les maisons de retraite, un service aussi clinique de SSR, donc soins de suite et réadaptation. Et on œuvre aussi dans le champ du handicap, où là, on va trouver des établissements de type foyer de vie, foyer d'hébergement, des ESAT, donc, qui sont les anciens CAT, des centres d'aide par le travail, un SAVS, un service d'aide à la vie sociale, donc qui œuvre à domicile, voilà, les différentes structures et petits services rattachés à ce type de structure. Voilà, donc on représente à peu près 450 usagers accompagnés par an et un peu moins de 300 salariés. Voilà. D'accord, très bien, merci. Alors, pour continuer, donc, du coup, on se demandait du coup si les métiers du soin et de l'accompagnement en Nouvelle-Aquitaine,
était un secteur porteur. Chantal ou Jonathan, qui veut bien nous répondre? Moi, je peux commencer sur la partie Oui. sociale parce que du coup, c'est davantage mon domaine. Sur la partie accompagnement, je laisserai peut-être plus la parole à Jonathan. Ce qui est de l'ordre du social, bien sûr, ça reste un secteur porteur dans le sens où, en fait, il faut savoir que tout ce qui touche au social, il y a une partie qui est publique. Hein, donc, les conseils départementaux sont souvent des grands recruteurs de travailleurs sociaux pour pouvoir mener à bien leur mission. Et en parallèle, donc il y a toute une partie associative qui offre en fait un large champ de création de métiers et même voire même de nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. Donc oui, moi je pense que c'est un secteur qui reste très très porteur. La partie associative, elle offre vraiment un champ autour, par exemple, dans notre association, pour vous donner des choses un petit peu plus concrètes, Oui. tout ce qui touche autour du numérique, c'est en train de prendre beaucoup de place. Et oui, il commence à y avoir des nouveaux métiers qui sont en train de se créer au-delà de ceux qui existaient à la base, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'éducation spécialisée et l'accompagnement dans le cadre de la protection de l'enfance. Voilà. Donc, il y a plein de nouveaux métiers, à mon avis, qui vont apparaître dans les années à venir, qui mettent en lien et le champ social et tout ce qui concerne l'évolution des familles que nous accompagnons. D'accord, du coup, ça, c'est intéressant à savoir. Oui. Jonathan, si vous avez d'autres choses à rajouter. Donc oui, effectivement, hein, je pense que le secteur est porteur aujourd'hui parce que on le voit nous au quotidien, hein, on a plutôt des difficultés de recrutement qu'une abondance de candidats, hein, donc il faut être clair là-dessus, hein, pour plusieurs raisons. Donc oui, aujourd'hui, s'intéresser à ce secteur pour venir dans l'emploi, je pense que c'est une bonne chose parce qu'il y a des débouchés de postes. Il y a un secteur qui est en train, comme l'a dit Madame Chantal, qui est en train de se modifier complètement, qui a travaillé, qui retravaille beaucoup la question de la qualité de vie au travail. Et ça, je crois que c'était vraiment essentiel, hein, de se re-questionner là-dessus. Et donc aujourd'hui, on a effectivement une prise en compte par les employeurs de ces conditions de travail qui fait que l'image de nos métiers est en train de se modifier. Et je crois vraiment qu'on est sur un secteur porteur où dernièrement, les rémunérations pour certains secteurs ont aussi évolué, vont évoluer encore. Donc, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, aller vers ce secteur-là, c'est gage d'avoir du travail et gage, quelque part, aujourd'hui, d'avoir un travail aussi qui a du sens. Parce qu'on est quand même dans un secteur où les métiers que l'on fait, c'est aussi des métiers où on ne le fait pas seul dans son bureau. Et donc, on est en permanence en train de donner aux autres, en train de recevoir. Et je crois que c'est vraiment des métiers porteurs de sens. On a beaucoup de reconversions professionnelles de personnes qui viennent chercher un travail qui a du sens. D'accord, très bien. Merci, Jonathan. J'étais en train de regarder, voilà, que nous avions 2 questions qui étaient arrivées donc entre-temps. Une première question, bonjour. Pourriez-vous nous donner la signification des sigles, s'il vous plaît? Merci. Oui, on y sera vigilant. Merci Hélène qui pose la question. Je pense que ça faisait peut-être référence à la formation de Monsieur Arfi, qui était ADVF, je pense. Hein, c'est assistant de vie aux familles, je pense. Et peut-être qu'il peut y répondre. Par rapport à la question liée aux exemples des nouveaux métiers, je crois que tout ce qui concerne la médiation sociale, la médiation numérique, ce sont des métiers qui sont en train de se développer et qui viennent chercher des compétences qui se décalent un tout petit peu de ce que nous, on a connu lorsque nous nous sommes formés en tant que travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'on vient chercher d'autres compétences, en fait, que nous n'avions pas l'habitude de questionner dans le cadre de nos formations et qui sont nouvelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas être surpris de voir arriver dans notre secteur des gens qui ont des parcours dans l'entreprise, des parcours très techniques, mais qui peuvent être aussi des vraies sources d'appui pour pouvoir venir étayer tout ce qui est l'accompagnement à la relation. D'accord. Ok, très bien. Merci. Je pense que voilà, du coup, on a répondu aux 2 questions.
Alors peut-être que maintenant on va peut-être voilà parler des métiers plus en détail. Chantal, vous pouvez commencer du coup par nous énumérer un petit peu les métiers que l'on trouve dans votre secteur et après on pourra aussi écouter Fabien qui pourra nous parler de son métier. Alors, en ce qui concerne le social et plus particulièrement la protection de l'enfance, c'est vrai que nous, on est très très ciblé quand même à la base sur tout ce qui concerne l'éducation spécialisée, donc les éducateurs spécialisés et les moniteurs éducateurs qui ont eu une place très importante au départ dans ce secteur-là. Petit à petit, on voit aussi arriver les AES, les aides à l'éducation, les assistantes sociales aussi ont une place importante. Et puis, tout ce qui concerne les conseillères en économie sociale et familiale. Alors ça aussi, ça fait partie des métiers qui sont en train vraiment de se développer, de prendre une place importante dans le social et puis dans le champ de la protection de l'enfance. Les conseillères en économie sociale et familiale, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des personnes qui sont formées à l'accompagnement, à tout ce qui concerne la gestion du budget et à l'organisation de la vie au quotidien auprès des familles. Ce sont des professionnels qui sont très attentifs au développement du travail de groupe et à l'accompagnement, oui, tout ce qui concerne la gestion du budget. Après, je pense que Jonathan pourra peut-être en donner un peu plus d'éléments par rapport à ces profils de profession. Nous, elles commencent tout juste à arriver dans le champ de la protection de l'enfance, puisque à la base, c'était des professionnels qu'on trouvait beaucoup dans les conseils départementaux, dans le cadre de l'accompagnement social général des familles. Voilà, grosso modo, ce que nous, on peut trouver. Si, ce que j'ai oublié, c'est les TISF. Merci de me le souligner. Effectivement, les techniciens d'intervention sociale et familiale qui aussi commencent véritablement à avoir une place très, très intéressante en protection de l'enfance, notamment dans l'accompagnement et le soutien aux familles dans le quotidien. Et qui sont des formations qui sont assez accessibles dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir le baccalauréat, ce qui est le cas pour les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les conseillers en économie sociale et familiale. Donc, ils ont un niveau d'études équivalent à moniteur éducateur et avec une formation qui est très poussée, avec une vision de la petite enfance, un peu comme disait Fabien tout à l'heure. Ils ont accès à des formations qui croisent la petite enfance, la prise en charge des enfants, l'accompagnement des adultes. Donc, ça reste une formation qui est vraiment très, très intéressante et qui commence à poindre dans notre secteur. D'accord, très bien. Voilà, donc moi, pour compléter au niveau des métiers qu'on peut retrouver dans le secteur, Oui. donc pour partir plus sur le champ donc médico-social, on va retrouver sanitaire, on va retrouver donc des métiers que sont les métiers d'aide-soignant, les métiers d'AES, donc aujourd'hui c'est la réforme du métier d'aide médico-psychologique, maintenant ça s'appelle AES, accompagnement éducatif et social. Donc on retrouve bien sûr les métiers d'infirmiers, les métiers de médecin, tous les métiers de pharmacien, tous les métiers qui sont autour du soin un peu classique qu'on peut retrouver, mais aussi tout ce qui est agent de service logistique, donc ou agent de service hôtelier. Ça, c'est accessible aujourd'hui sans un diplôme d'État. C'est un des rares métiers chez nous qui est accessible encore sans un diplôme d'État et qui souvent permet de faire une passerelle pour ceux qui le veulent pour aller vers les métiers à diplôme d'État. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre secteur, il est vraiment en train de se restructurer où la notion de parcours, elle prend de plus en plus d'importance, justement pour permettre aux gens de ne pas arriver figés sur un métier pendant 30 ans, 40 ans, mais justement de pouvoir offrir des parcours, d'aller vers d'autres diplômes. Donc, on est très, très orienté aujourd'hui sur la formation professionnelle continue, sur des petits modules complémentaires. Par exemple, une aide-soignante peut faire en maison de retraite aujourd'hui un complément autour de la prise en charge d'Alzheimer, par exemple. Et donc là, il y a un diplôme qui s'appelle ASG, assistant de soins en gérontologie, qui va lui donner quelques compétences supplémentaires, voilà, qui va lui permettre de travailler dans certaines unités. Voilà, il y a pas mal de petits parcours à l'intérieur et c'est une des vraies dynamiques. Enfin, nous, à la FEAP notamment, la Fédération Employeur, ça fait partie vraiment du travail qui est en cours sur arriver à recréer des parcours pour nos salariés et justement faire en sorte qu'il n'y ait pas d'épuisement professionnel et que les gens puissent
continuer dans l'entreprise ou en tout cas dans le secteur, à aller vers d'autres métiers. Donc voilà, je pense qu'on est un des secteurs qui bouge le plus actuellement, mine de rien. D'accord. En sachant aussi que ce que je n'ai pas précisé, c'est que les métiers dans le social commencent à se développer aussi en apprentissage. Et je pense que c'est important pour les étudiants qu'ils le sachent, puisqu'il n'est désormais pas exceptionnel de voir des éducateurs spécialisés arriver avec des demandes d'apprentissage dans les associations. Voilà, donc ça vient aussi peut-être répondre à une organisation personnelle et financière qui, des fois, peut venir freiner le fait de pouvoir entrer dans des écoles de formation, donc qui n'hésitent pas à se renseigner sur la possibilité d'apprentissage. Très bien, c'était important de le souligner, c'est vrai, tout à fait. Fabien, du coup, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre métier, des tâches que vous effectuez, du public auprès duquel vous travaillez? Oui, en fait, je travaille surtout sur les personnes âgées en perte d'autonomie. D'accord. Je m'occupe de l'entretien du logement, de l'aide à la personne. L'entretien du logement, en fait, ça comprend diverses tâches, le ménage, le repassage, le linge. Après, il y a l'aide à la personne, c'est-à-dire liste des courses, Oui. liste des repas, préparation des repas, aide au repas aussi. Et c'est surtout des personnes âgées, oui. Et il y a aussi des personnes avec un handicap, hémiplégie ou alité, en fait, c'est-à-dire au lit en permanence. D'accord. Donc là, du coup, il y a besoin, on va dire, de connaître des techniques un peu plus spécifiques pour s'occuper de la personne, je suppose. Tout à fait, parce que la personne a une perte de vue et d'ouïe, en fait, et Oui. il faut faire attention. Bien que la personne vous voie de près, en fait, pour préparer le repas, bien rester dans son champ visuel, même si c'est minima, en fait. D'accord. Donc, il faut bien s'adapter aux contraintes, on va dire, de la personne, au handicap. D'accord. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'il faut comme qualité, selon vous, pour travailler donc, sur ce poste? Moi, ce que je verrais, c'est il faut de la douceur. Oui. Et beaucoup de patience. Oui, tout à fait. Et surtout prendre ses distances professionnelles. D'accord. Vis-à-vis des situations qu'on peut rencontrer, des fois un peu difficiles, c'est vrai, pour les personnes. D'accord. Ok, très bien. Et c'est les personnes que je vois habituellement 2 fois par jour. 2 fois par jour. Oui, et du coup, j'allais vous demander, vous restez combien de temps à peu près avec eux? En général, c'est 1 heure à 2 heures. D'accord. Il y a des personnes, on effectue 3 heures quand c'est l'entretien du logement, en fait. Parce qu'il y a l'entretien du logement et la préparation des repas et l'aide au repas en même temps dans les 3 heures, en fait. D'accord. Et du coup, vous avez vu, il y a une petite question sur le chat. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier? Moi, c'est les échanges avec les personnes. Il y a des liens qui se créent, c'est vrai que c'est assez touchant. Et comment vous dire et moi, ce que j'aime, c'est aider les gens. D'accord. Donner de mon temps dans la possibilité d'améliorer leur vie au quotidien. Parce qu'en fait, il y a des personnes où c'est la seule personne qu'ils voient dans la journée. Donc, le lien est très important. Tout à fait. Vous êtes un petit peu l'homme de compagnie. La personne, la personne qu'ils attendent dans la journée pour pouvoir échanger, tout à fait. C'était un peu difficile à m'imposer, je vais dire, quand même, c'est vrai. Mais une fois que vous avez créé un lien avec les personnes, c'est extrêmement enrichissant. En fait, les gens, ils ne voient pas de différence avec une femme, quoi. D'accord.
Très bien. Donc, du coup, ce métier, ben, forcément, il est accessible autant aux hommes qu'aux femmes, ou autant Oui, qu'aux femmes qu'aux hommes. oui, tout à fait. Bon, il y a plus de femmes où je suis, on n'est que Oui. deux. On n'est que deux. Mais c'est vrai que moi, ça me plaît beaucoup, quoi. Je pensais pas que c'était un métier qui m'aurait attiré, vu mon expérience. Moi, j'ai travaillé Oui. beaucoup dans l'industrie, dans l'alimentaire aussi. D'accord. Et Ben, dû à... c'est un virage à 90 degrés. Oui, tout à fait. Et D'accord. Ben, en fait, quand j'ai commencé ma formation, il n'y avait pas le Covid, il n'y avait pas tous les soucis que les personnes peuvent rencontrer actuellement. oui. Et ça me conforte doublement dans mon choix, en fait. D'accord. Bon, ben, tant mieux. On a l'impression que vous avez l'air vraiment épanoui Ah oui, puis dans je pense votre que métier, dans comment vous en parlez, en fait. j'ai trouvé la structure qui me convient. Ah oui, c'est un métier qui me plaît bien. Ok, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Fabien? Ben, il y a un peu de difficulté dans ce métier, c'est le stress. Oui, Le stress du déplacement, en fait. d'accord. De toujours arriver, savoir qu'on doit arriver en temps et en heure, parce que les personnes, elles vous attendent, en fait. 10-15 minutes de retard, c'est pas possible. Donc, Ah ben oui, tout à fait. vous êtes toujours on va dire, sur la brèche. Mais c'est ce qui me plaît. Les déplacements, voilà. C'est intéressant. Vous ne faites pas toujours la même chose. Voilà, Chaque journée est oui, c'est différente et varié. chaque journée vous apporte un lot différent d'émotions, en fait. Bon, ben c'est super. Très bien. Ben, en tout cas, par votre témoignage, je pense que vous, du coup, vous avez donné envie, voilà, aux personnes, Ah, aux filles qui j'espère. nous regardent, voilà, Les hommes sont bienvenus. Moi, tous mes d'exercer. bénéficiaires maintenant me disent qu'en fait, un homme, Ils veulent, c'est parfait. ils veulent des hommes, ils veulent plus de femmes. C'est ça. D'accord, ok. Merci Fabien. Du coup, on va continuer avec Chantal et Jonathan pour parler peut-être un petit peu des formations. Merci à vous. Avant de parler des formations, pour aller dans la continuité de ce que disait Fabien, c'est vrai qu'il a Ouais. raison. Et on est quand même dans un secteur où il y a beaucoup de femmes, il y a de moins en moins d'hommes. Moi, quand j'ai commencé à travailler, on était dans une équipe où il y avait moitié hommes, moitié femmes. Et aujourd'hui, en fait, on cherche les hommes. Donc, je trouve D'accord. que c'est intéressant le témoignage de Fabien parce que du coup, Oui. ça vient aussi rappeler que ce ne sont pas que des métiers féminins et que il faut la mixité aide dans nos métiers à pouvoir offrir aux personnes en fonction de ce qu'elles sont et de ce dont elles ont besoin, que ce ne soit pas forcément que des femmes qui interviennent. Et je trouve que c'est super. Par rapport par rapport aux formations, alors au-delà de la question de l'apprentissage, c'est vrai que la plupart des formations dans le social se font par le biais d'écoles spécialisées, Oui. assistante sociale, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, AES et CESF. C'est vrai que pour les étudiants, il faut passer par Parcoursup désormais pour pouvoir avoir accès à ces écoles. Désormais, donc il y a une partie qui ne passe plus par un concours, donc qui peut passer par le biais des universités sur certaines régions de France, mais c'est pas encore le cas partout. Donc, je pense que ce sont des métiers qui vont s'ouvrir grâce à Parcoursup sur l'accessibilité. Après, c'est vrai que ce sont des formations où il faut être très très au clair lorsqu'on fait le choix de rentrer dans ce type de formation, parce que ce sont des formations, comme disait très justement Fabien, où il y a de l'investissement et il faut être au clair sur pourquoi on le fait, pourquoi on est prêt à partir dedans. Donc la question de l'empathie, comme a très bien décrit Fabien, c'est super important, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de rejoindre les personnes là où elles sont pour pouvoir les aider à se sortir de ce qui les enferme. Nous, en protection de l'enfance, on intervient dans des familles qui sont souvent très démunies, très précaires. Donc, il faut être en capacité de pouvoir recevoir ça, de pouvoir y aller, de pouvoir accepter la précarité, de pouvoir accepter la différence. Donc, ça veut dire aussi que lorsqu'on arrive dans ces formations, souvent les gens ont déjà des cursus très différents auparavant, je le disais tout à l'heure, qui peuvent aller de la fac de lettres en passant par des gens qui ont connu un cursus juridique. Ça a été mon cas.
un cursus psychologique, des gens qui ont fait des formations en lettres, tout ce qui était langue aussi. Ça peut être un vrai atout désormais, hein, puisque le côté international, on est bien fait. au niveau de notre territoire. Les mineurs non accompagnés font partie aussi de notre quotidien de plus en plus. Donc c'est vrai que toutes les richesses sont bonnes à prendre au niveau de la manière dont on peut arriver dans ce secteur. Donc je crois qu'il ne faut pas se freiner et il ne faut pas se dire que parce qu'on a une formation différente, qu'on n'est pas apte à pouvoir à un moment donné rentrer dans le champ du social ou du médico-social. Je crois que c'est vraiment un choix personnel, comme l'a très très bien décrit Fabien. D'accord. Très bien, merci Chantal. Jonathan, vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux formations? Oui, donc par rapport aux formations, dire que au-delà de tout l'intérêt, hein, quand j'espère qu'on a su démontrer d'aller vers ces métiers et que M. Arfif a très très bien illustré, c'est aussi aujourd'hui, il y a vraiment des moyens qui sont mis sur l'attractivité de ces métiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme l'a dit Chantal, les parcours de formation, tout est fait pour qu'ils soient simplifiés. Alors ça ne veut pas dire bien évidemment des formations au rabais, bien au contraire, hein, mais en tout cas sur l'accès à la formation, il y a l'apprentissage effectivement qui s'est énormément développé, même dans les secteurs sanitaires et médico-sociaux, hein, aides-soignants, AES, on a beaucoup de formations en alternance. Et ça, c'est très bien. Les employeurs aujourd'hui cherchent des alternants. On a de vraies facilités d'embauche, donc ça veut dire qu'il y a la possibilité quand même d'avoir un parcours mixte, entreprise et à l'école, ce qui est souvent aussi recherché par des jeunes qui souhaitent peut-être sortir du cadre de la formation continue, voilà, et qui se disent, mais moi maintenant j'ai envie de travailler. Bon, moi je les invite à peut-être pas aller trop vite vers l'emploi pur et dur, mais peut-être d'en profiter tant qu'ils sont encore jeunes, tant qu'ils ont des possibilités, ou moins jeunes d'ailleurs, mais d'aller vers ces systèmes d'alternance parce que à l'issue, il y a quand même un diplôme. Ce diplôme, il permet, certes, bien sûr, d'avoir une rémunération qui est supérieure, mais aussi d'avoir une sécurité de l'emploi qui permet à un moment donné de pouvoir être serein dans son emploi et dans son métier, de pouvoir choisir son employeur aussi, hein, parce que c'est une des rares possibilités aujourd'hui où on est dans la situation où les gens choisissent chez qui ils veulent travailler. On en est là aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'offres. La demande, elle est moins importante. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité, quoi, hein. Aujourd'hui, on est vraiment face à ça. L'employeur qui n'a pas travaillé la qualité du travail, qui ne va pas avoir à travailler tout ça, effectivement, aujourd'hui, les gens vont peut-être aller travailler chez le voisin et c'est simple pour les personnes. Donc, vraiment, aujourd'hui, on a des financements qui sont régionaux, nationaux, via les OPCO, c'est-à-dire les organismes paritaires collecteurs, c'est-à-dire qui peuvent accompagner des transformations, qui peuvent accompagner des changements de parcours. Le Pôle emploi qui est aujourd'hui qui finance, et bien sûr toute la partie aussi des personnes en situation de handicap. On n'en parle pas assez, mais on est aussi des métiers, et je pense que M. Arfi s'en est là, mais je sais que c'était une reconversion qui était liée, pas forcément à un handicap, mais en tout cas à sûrement un trouble qui a fait que dans son métier, il pouvait peut-être plus dans les bonnes conditions. Mais voilà, on est aussi un secteur où il y a pas mal de reconversions qui sont faites avec Cap Emploi. Voilà, donc ça, je crois que c'est important. Alors, je vois qu'il y a une question de savoir est-ce que les salaires évoluent. Alors, actuellement, le sujet des salaires, c'est un peu un sujet qui est un peu brûlant parce qu'il y a eu dans le secteur du sanitaire et médico-social le fameux Ségur de la santé, dont tout le monde a un peu entendu parler. Et c'est vrai que ce Ségur de la santé, sur le champ du sanitaire, du médico-social, personnes âgées, établissements, aujourd'hui, oui, clairement, il y a eu de belles évolutions, hein, puisqu'on est, pour notre fédération, autour de 183 € net par mois supplémentaires, ce qui est quand même aujourd'hui une rémunération conséquente, une augmentation conséquente. Par contre, aujourd'hui, ce n'est pas encore étendu sur l'ensemble du champ. Je sais que les fédérations, tout le monde y travaille pour que ça soit le plus largement possible étendu. Mais oui, les rémunérations évoluent. Forcément, on est quand même sur des fonds publics. Donc, on ne va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de contraintes. On sait bien que la dépense publique aujourd'hui, elle est contenue parce que les gens ne peuvent pas non plus payer plus d'impôts. Les personnes qui sont soumises à des établissements avec un prix de journée comme une maison de retraite, effectivement, les familles ou les personnes ne peuvent pas soutenir un prix qui continuerait d'augmenter sans fin. Donc, effectivement, les choses sont contenues, mais il y a eu quand même des avancées ces dernières années et on ne doute pas qu'il y en aura encore pour pouvoir améliorer un petit peu les conditions de travail parce qu'il y a eu la partie conditions d'emploi, mais il y a aussi la partie rémunération.
et on sent bien que c'est quelque chose d'important, mais il faut se dire les choses. Aujourd'hui, il y a peu de métiers pour lesquels on peut arriver avec un niveau bac, comme un diplôme d'aide-soignant, parce qu'un diplôme d'aide-soignant, c'est du niveau bac, ou au final, avec 2 week-ends par mois en moyenne travaillés, qui sont des contraintes, et le Ségur, on arrive aujourd'hui à des rémunérations qui sont au-delà de 1 600 € net pour quelqu'un qui démarre. Donc, on arrive quand même à avoir des choses, un secteur qui devienne de plus en plus attractif. C'est plutôt pas mal, tout à fait. Et donc, tout à l'heure, vous parliez du coup voilà, que sur ce secteur-là, il y avait des besoins. Donc, quels sont, d'une manière générale, on va dire, les métiers qui recrutent le plus? Vous avez le plus de besoins? Alors bon, je vais poursuivre avant de laisser la parole, comme ça au moins nous, pour tout ce qui est du champ sanitaire, médico-social, personnes âgées, très clairement aide-soignant, bien évidemment, je crois que c'est le métier pour lequel aujourd'hui on a le plus de besoins. Le métier aussi bien sûr d'AES, notamment dans le champ du handicap, donc moniteur éducateur, éducateur spécialisé. Il y a un certain équilibre, je dirais, entre les offres et la demande. En tout cas, de notre côté, on arrive assez facilement à recruter sur ces postes-là. Le métier d'infirmier, qui nécessite une formation un peu plus longue, mais néanmoins, aujourd'hui, où il y a quand même encore de la demande et il y a des offres assez facilement. Voilà, donc dans notre champ à nous, c'est vraiment ces métiers-là. Bon, sans aller sur les métiers de médecin ou d'autres métiers qui sont là aussi aujourd'hui en demande, en tension, notamment dans certaines zones rurales, mais voilà, là aussi, la géographie compte beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas la même problématique sur Bordeaux que sur Sauveterre de Béarn. Chez nous, forcément, c'est un peu différent. Même si aujourd'hui, sur des métiers d'aide-soignant, j'ai envie de vous dire, où que vous soyez, vous avez de la possibilité. Par contre, sur d'autres métiers, voilà, c'est sûr que c'est un petit peu différent. D'accord. Très bien. Chantal, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je suis même totalement d'accord avec Jonathan par rapport à ce qu'il repère dans son secteur. Nous, donc dans le champ de la protection de l'enfance, on commence désormais à avoir du mal à recruter, notamment les éducateurs spécialisés et tous les diplômes équivalents, assistantes sociales et conseillères en économie sociale et familiale. Il y a un métier que je n'ai pas abordé et qui est aussi assez intéressant et qui peut intéresser des personnes, c'est les éducateurs jeunes enfants, en fait, qui ont une formation très spécifique liée à la petite enfance, qu'on retrouve principalement dans les crèches, qui jusqu'à présent avaient énormément de mal à trouver du travail et qui commencent à investir le champ de la protection de l'enfance parce qu'ils ont vraiment des compétences très, très spécifiques sur les 0-3 ans. Et qu'on commence en fait à recruter du fait que on a de moins en moins de gens, on trouve de moins en moins de personnes. Enfin, il faut être clair. J'ai fait une commission de recrutement il y a 2 mois pour un poste d'éducateur spécialisé. On n'a pas failli trouver, en fait, on a supplié presque les personnes pour pouvoir venir travailler, alors que on est une association, comme disait Jonathan, où on a beaucoup travaillé sur l'accompagnement aux conditions de travail, à la qualité de vie au travail. Et malgré cela, on commence à avoir des difficultés à recruter. L'explication, elle est aussi dans le fait que elle est en lien avec les salaires. Je crois qu'on fait partie d'une des professions, les éducateurs spécialisés, associés aux assistantes sociales et au CESF, où on a un début de carrière en fonction de là où on travaille, où on peut commencer à un salaire très bas. Ça va être revu. La convention à laquelle nous sommes rattachés, nous qui est la convention de 66, va être revue très prochainement. Et je pense qu'effectivement, ça urge pour qu'à un moment donné, effectivement, toutes ces professions-là qui travaillent notamment en milieu ouvert, puissent redevenir plus attractives au niveau des salaires, puisque on commence à un salaire de 1 400, 1 500 € en début de carrière, et je pense que eu égard aux responsabilités, notamment dans le champ de la protection de l'enfance, il faut que ce soit des métiers qui redeviennent reconnus dans l'investissement et dans la prise de risque qui est prise, en fait. Voilà. D'accord, très bien. Merci Chantal pour cette précision. Écoutez, donc là, voilà, ça fait maintenant 40 minutes pratiquement qu'on est ensemble. Donc voilà, ce webinaire va bientôt se terminer. Donc voilà, donc j'avais envie de dire que finalement, voilà, une fois qu'on est diplômé donc dans ce secteur des métiers du soin d'accompagnement, donc on trouve facilement donc du travail, donc il y a des besoins, donc
faut peut-être, voilà, il faut pas hésiter à se lancer et aussi à bien se renseigner. Donc, du coup, auprès, voilà, de nos intervenants qui ont des sites internet, voilà, qui sont très bien faits et très bien détaillés, donc pour avoir un maximum d'informations. Voilà, s'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question, c'est le moment, parce que après, donc, on va couper. Je n'en vois pas arriver. Non, moi, je voudrais juste Nathalie, oui. peut-être ne pas hésiter à dire à ceux qui sont intéressés que, à travers les organismes comme Pôle emploi ou autres, il y a des possibilités avec les PMSP de faire des mises en situation, des périodes de mise en situation professionnelle, hein, une forme de stage. Peut-être que ça vous est arrivé, M. Arfi, dans ce cadre-là. Et je crois que ça permet aussi c'est la meilleure façon de lutter contre les idées reçues, quoi, et de pouvoir aller voir réellement comment ça se passe. Oui, tout à fait. En tant que demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi, oui, vous avez la possibilité, en effet, d'effectuer des périodes de stage d'immersion en entreprise avec objectif d'une découverte métier, en fait. Donc, en effet, n'hésitez pas, oui, à solliciter vos conseillers, voilà, si vous êtes dans cette situation-là. Voilà, écoutez, je vais vous remercier donc tous les trois, voilà, d'avoir bien voulu participer donc à ce webinaire. C'était vraiment très très riche d'informations. Voilà, donc si jamais voilà, vous avez besoin d'autres informations, donc nous avons donc les coordonnées de Cap Métier qui s'affichent sur le chat avec l'adresse mail du site, enfin l'adresse du site internet, le numéro de téléphone, le 0800 940 166. Vous pouvez avoir pas mal d'informations sur le site de Cap Métier et voir en fait notre offre de services et notre agenda sur lequel vous pouvez vous inscrire à différents événements. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir notre site et fouiner pour voir les infos que vous pouvez y trouver. Voilà, donc Chantal et Jonathan, voilà, vos structures, pareil, ont des sites internet. Vous pouvez donc aller dessus pour prendre des infos. Peut-être les contacter aussi si c'est possible. Je ne sais pas. Après, vous pouvez revenir vers nous, voilà, pour qu'on puisse vous en parler. Je vois qu'il y a une personne qui est en train de taper une question, enfin, qui est en train de me poser une question. Voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, ça m'a coupé la chic. On va attendre un petit peu, voilà, qu'elle ait fini donc de poser sa question. Alors, on a 43 minutes. Il nous reste 2 minutes, Emeline. Ah, tout à fait. Oui, ben voilà, c'est ce que je voulais dire en dernier et que voilà, qui m'était sorti de l'esprit. Donc, en effet, ce webinaire sera de nouveau disponible en replay dans quelques jours via le site de capmétier.fr, je pense, sur notre chaîne YouTube. Voilà. Voilà, donc merci donc d'avoir posé la question. Voilà. Merci encore à tous les trois. Je suis ravie d'avoir pu vous interviewer. Et je vous souhaite donc une belle fin de journée et un bon week-end, puisqu'on est vendredi. Voilà, merci. Je vous dis au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.